Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi, j'ai le plaisir de recevoir des passionnés de lecture, d'écriture. Et cet après-midi, nous recevrons un monsieur. Donc nous disons bonsoir à Jérémy Filet, bonsoir Ludovic, Jérémy, sois le bienvenu. bonsoir à toute l'équipe de BFM, de Zouk TV, bonsoir à nos auditeurs qui vont faire l'effort de m'écouter cet après-midi. Je sens que ça va être très passionnant, mais ce ne sera pas forcément évident. D'accord. En tout cas, Jérémy, sois le bienvenu. Donc, tu mets l'eau à la bouche. Donc, tu nous dis, ce sera passionnant, mais pas évident. Donc, effectivement, je pense que c'est une thématique qu'on n'a pas trop l'habitude d'aborder, en tout cas avec mes autres invités, mais on est là pour ça, pour aborder aussi des sujets nouveaux et peut-être qu'on pourrait penser difficiles au premier abord, mais avec des explications, ça peut être Oui, tout à fait. abordable. Alors, allons-y, de quoi vas-tu nous parler? Alors, donc, j'ai le plaisir de vous présenter un ouvrage que j'ai écrit, il s'appelle Regard de Chronos. Alors, c'est en référence du nom du dieu grec, de la mythologie, le dieu du temps. Donc, il s'agit d'un temps qui s'écoule de manière linéaire, il s'agit du temps du physicien, c'est un temps mécanique. Et justement, je parle de ça parce qu'il y a plusieurs formes de temps. Mais j'ai choisi Chronos, dans la mythologie grecque, et je vais plutôt parler d'un aspect du temps, celui qu'on utilise dans la vie quotidienne. Et par conséquent, Chronos, c'est un dieu assez passionnant, en fait, dans son activité. Et je vais m'attaquer à une forme, à l'un des trois moments du temps, qui est le passé, le présent et le futur. D'où le sous-titre « Une folle histoire du futur ». D'accord. D'accord ? Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le détail de ton ouvrage, tu as une responsabilité particulière, tu exerces une fonction liée, je ne sais pas, au temps ou à... Oui, en fait, bon, voilà. Je vais tout à l'heure démontrer que le temps a des propriétés quantiques. C'est un sujet scientifique. D'accord ? À la base, je suis médiateur spécialisé en astrophysique, en astronomie. Et le temps, c'est un de mes sujets favoris. D'accord ? C'est un de mes sujets de prédilection. Donc, je vais démontrer que j'ai pu établir un lien selon lequel il existe une relation entre le regard de l'observateur et les événements qui vont se dessiner dans le futur. S'il devait y avoir un mot-clé durant toute l'émission, ce serait celui-là, le regard de l'observateur. Alors, je vais démontrer scientifiquement que le regard de l'observateur peut influencer les événements qui vont se dessiner dans le futur. Alors, pour revenir au futur, d'accord, c'est l'un des trois moments du temps, avec le passé, le présent. Je ne sais pas si tu es au courant, Ludovic, mais on dit souvent qu'il n'y a que le présent qui existe. Et que le passé n'existe plus parce qu'il est déjà passé, et le futur n'existe pas encore. Mais là, maintenant, tout de suite, je vais te démontrer que le temps présent n'existe pas. D'accord, Tout simplement parce c'est que intéressant. à partir du moment où on commence à focaliser sur le temps présent, à partir du moment où on commence à réfléchir sur le temps présent, il est déjà passé. D'accord ? Donc, tout simplement parce que le temps présent est strictement et absolument insaisissable. Quand vous commencez à parler du présent, il est déjà passé. Le présent n'est pas là pour vous attendre. D'accord ? Donc, le propre du présent, c'est de ne pas arrêter de passer. D'accord ? Et donc, je ne sais pas aussi... Bon, ce qui est marrant, c'est que le temps est doté d'une dynamique qui nous empêche d'être présent à l'instant, de rester présent à l'instant présent. Alors qu'il n'y a rien qui m'empêche d'occuper une position présente dans l'espace. Là, je suis en face de toi, je suis debout, je ne bouge pas. Je suis sur ma chaise. J'occupe une position dans l'espace. D'accord ? Alors que je suis incapable de rester présent dans l'instant présent. Je suis incapable de rester présent dans le maintenant local du présent. Pourquoi ? Parce que le temps présent est insaisissable. Et j'irai encore plus loin. D'après Albert Einstein, d'accord, d'après la relativité restreinte, la théorie de la relativité restreinte, eh bien, le temps présente un caractère, je dirais, relatif.
D'accord? Le temps présent est relatif. Ça signifie que ce qui est présent pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Albert Einstein a démontré que le temps présent vu par un observateur en déplacement n'est pas perçu de la même façon pour les autres. D'accord? Donc, c'est juste une parenthèse pour montrer que, en fait, le temps présent n'a rien d'absolu. Et voire même, il n'existe pas. Il insiste ça. Personne ne sait à quel millionième de seconde, à quel milliardième de seconde commence le présent. Donc, étant donné que le passé n'existe plus, le présent n'existe pas, il ne reste que le futur. Même si le futur n'est pas encore là, même s'il n'est pas présent, mais on sait qu'il va arriver petit à petit, tôt ou tard, il va arriver dans le présent. Voilà. Donc, juste comme ça, j'aimerais te poser une question, à savoir, quel est selon toi le sens de la flèche conventionnelle du temps? Je simplifie ma question. Est-ce que tu penses qu'on va du passé au futur ou bien on va du futur au passé? Alors, spontanément, avant que tu ne me poses la question, j'aurais répondu, on va... Alors, tu as dit, est-ce qu'on va du passé au futur ou du futur au passé? J'aurais dit... Alors... C'est pas une question piège, hein? Non, c'est que j'imagine, non, par rapport à ta question, je me dis que tiens, peut-être ce que je vais penser, c'est peut-être, ce sera peut-être pas la bonne réponse. C'est juste en fait pour essayer de saisir un contexte, une situation. J'aimerais vérifier quelque chose. D'accord. Tu vois? Alors, c'est pas une question piège. Alors, parce que le sens de la flèche du temps, c'est d'accord. Ça tombe bien, je suis aussi professeur en histoire-géographie. Donc, généralement, tel qu'on présente les choses, on a l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, voilà, l'époque contemporaine, pour arriver à aujourd'hui. D'accord, ok. On a tendance à, sur la frise chronologique, on part du passé pour arriver au présent. D'accord. Donc, et puis bon, on peut avoir bon, pas en histoire, mais bon, on peut avoir, par exemple, en géographie, des projections. Par exemple, tu étudies la démographie, tu as dit, en 2050, on aura peut-être telle quantité de population, le taux de fécondité, etc. Donc, je serais tenté de dire passé, présent, futur. D'accord, ok, très bien. Très bien, mais écoute, c'est ce qu'on pense généralement. Effectivement, donc, cela veut dire que les choix qu'on fait par le passé déterminent notre présent. Donc, il y a 3 semaines, tu m'as invité cordialement à venir ici. Ben, le fait que je sois ici, ça a été la conséquence d'un choix qu'on a fait dans le passé, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Donc, le choix que nous faisons aujourd'hui dans le présent, ça signifie que ça va déterminer ce qui va se passer dans le futur. Là, tu me suis? Oui. OK. D'accord. Donc, si je suis sur cette logique-là, ça signifie que c'est le présent qui avance vers le futur. Tu me suis? Oui, je vois ce que tu dis. Et pourquoi ne pas penser l'inverse? Qu'est-ce qui nous empêche de penser que c'est le futur qui avance vers le présent? Qu'est-ce qui nous empêche de penser que ce sont les événements du futur qui progressivement vont pouvoir se manifester dans la réalité du présent? Qu'est-ce qui nous empêche de le penser? J'aurais dit dans l'absolu rien, puisque dans le sens où on peut considérer ce qu'on fait maintenant, c'est par rapport peut-être à des projets qu'on a pour plus tard, et donc dans le présent, on commence déjà à les travailler. Donc voilà. Le futur est déjà... Eh bien, écoute-moi, je vais te surprendre. Bon, le philosophe Nietzsche l'avait déjà pensé, très longtemps. C'est vieux. Et il a vécu, quoi, au 19e siècle, je crois, Nietzsche. Eh bien, il pensait que non seulement le temps, c'était quelque chose de dynamique, donc il pouvait très bien s'écouler du passé au futur, mais il pouvait aussi s'écouler dans l'autre sens. Le futur, les événements du futur pouvaient s'écouler vers le présent. Et c'est comme ça... Et d'ailleurs, ça va me servir, parce que ça va être la base de ma réflexion, suivant laquelle le regard de l'observateur a une influence sur les événements du futur. Et donc, je disais que, puisqu'il ne reste que le futur, on sait qu'il tôt ou tard, il va arriver, il va se manifester dans le temps présent, eh bien, je vais me servir de quelques connaissances en physique quantique, je vais me servir de quelques faits expérimentaux. Donc là, je parle de science et uniquement de science en physique quantique. Alors, pour les auditeurs qui ne sont pas trop familiarisés, qui ne sont pas initiés aux sciences de la matière, je vais définir la physique quantique comme étant, en grosso modo, la science des particules atomiques et subatomiques. Ça signifie, lorsqu'on parle d'électrons, de protons, de photons, de neutrons, là, on est dans le territoire à l'échelle infinitésimale, dans le territoire de la physique quantique.
lorsqu'on étudie le comportement des particules, le comportement des particules, le mouvement des particules est entièrement régi par les lois de la physique quantique. Ça, il faut le savoir. OK? Donc, je vais encore une fois utiliser les lois de la physique quantique, je vais parler de science, et c'est ça qui va me permettre d'établir cette relation-là, cette formule-là que j'ai inventée, suivant laquelle futur regardé égale futur modifié. Et donc, je vais faire en fait une hypothèse assez audacieuse, mais très intéressante, c'est que le temps possède des propriétés quantiques. Le temps, c'est le sujet central, c'est la thématique centrale que je vais développer tout au long de mon ouvrage, celui du temps qui possède des propriétés quantiques. Et n'oublie pas, si je dois résumer tout ce que je dis cet après-midi, c'est autour d'un mot-clé qui s'appelle le regard de l'observateur, et c'est pour ça que le titre de mon ouvrage s'appelle « Regard de Chronos », le dieu grec de la mythologie. D'accord? Donc, commençons par pourquoi j'ai été amené à faire l'hypothèse que très peu de physiciens, voire presque aucun physicien n'a fait avant moi, parce que j'ai une formation scientifique en physique, suivant lequel le temps possède des propriétés quantiques. Parce que tout simplement, le temps fait partie des 4 constituants fondamentaux qui façonnent notre réalité matérielle et tangible. Le temps, il y a le temps, l'espace, la matière et l'énergie. D'accord? Ce sont ces 4 constituants-là qui ont émergé il y a 13,800 millions d'années, au moment du Big Bang. Je rappelle que le Big Bang, c'est un point de densité infini qui est entré violemment en expansion, brutalement en expansion, et qui a créé la matière, l'espace, le temps, d'accord? Et ça a créé une espèce de soupe de particules qui a, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, qui s'est agglomérée, qui s'est agglutinée, hein, la matière s'est agglomérée et agglutinée, et ce qui a permis de former les grandes structures de l'univers que nous connaissons, comme les amas de galaxies, les étoiles et les planètes. Et beaucoup plus tard, qui a permis l'émergence de la vie. D'accord? En tout cas, la vie sur Terre. Donc, et nous sommes la preuve vivante que la vie existe sur Terre. Je ne sais pas si la vie existe ailleurs, en tout cas sur Terre, nous sommes là pour le constater, n'est-ce pas? Exact, c'est vrai. D'accord. Donc, alors moi, tu sais, ces 4 éléments-là, ces 4 constituants que je viens d'énumérer, la matière, l'énergie, l'espace et le temps, ils possèdent tous des propriétés quantiques. On va commencer par l'énergie. L'énergie possède des propriétés quantiques. D'ailleurs, c'est parce qu'elle possède des propriétés quantiques que la physique quantique est née au début du XXe siècle. On a constaté que l'énergie, lorsqu'elle est émise, lorsqu'elle est absorbée, eh bien, elle se fait de façon discrète, avec des valeurs discrètes, des valeurs discontinues. D'accord? On appelle ça des quantums, au singulier, des quantums d'énergie. Au pluriel, des quanta, ce qui a donné naissance à quantique, le mot quantique. D'accord? Eh bien, l'énergie, c'est parce qu'elle s'émet et elle s'absorbe de manière discontinue, avec des valeurs très précises, très spécifiques. D'accord? On appelle ça des quantums d'énergie. La matière, c'est la même chose. La matière, toutes les particules de matière, que je viens de citer, protons, électrons, ont un comportement quantique. Leur comportement, leur évolution est régie par la physique quantique. D'accord? D'ailleurs, matière-énergie, c'est presque la même chose. Hein. Matière-énergie, c'est presque la même chose. La preuve, il y a une formule qui les relie, c'est la formule E égale MC2. MC2, voilà. Donc, on va dire que la matière, si tu veux, la matière et l'énergie, ce sont les 2 faces d'une même pièce de monnaie. Mais fondamentalement, c'est la même chose. Seulement, on peut dire grosso modo, trivialement, que la matière, c'est simplement un état condensé, cristallisé de l'énergie. D'accord? Donc, alors, ça fait très longtemps que les physiciens savent que matière et énergie ont des propriétés quantiques. Il n'y a pas de polémique là-dessus. Okay, c'est bon. Maintenant, passons à l'espace. Alors là, par contre, c'est un peu plus délicat. Alors, pour démontrer que l'espace aussi a des propriétés quantiques, il existe un consensus en ce moment au niveau de la communauté des astrophysiciens et des cosmologistes selon lequel il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la gravitation quantique à boucle et qui fait l'hypothèse que l'espace se présente sous la forme d'une structure granulaire et indivisible. Une structure discrète, une structure discontinue, l'espace. Hein. Et par conséquent, là, on parle d'atomes d'espace. C'est incroyable, hein. Ça, c'est des choses qu'on n'a jamais entendues. D'atomes d'espace, parce que l'espace, elle fluctue, elle est discrète, discontinue. Donc, quand j'entends ces mots-là, tout de suite, je pense à la physique quantique. Je pense à quelque chose qui est quantique. Par définition, c'est ça. Quantique, c'est discret et discontinu.
D'accord? Donc, si l'espace possède ces propriétés-là, eh bien, je suis amené à faire l'hypothèse que le temps aussi possède des propriétés quantiques. Or, il faut savoir que l'espace et le temps sont indissociables. Ah bon. On ne peut pas parler d'espace sans parler de temps. L'espace et le temps forment un continuum qu'on appelle le continuum spatio-temporel. Donc, Ludovic, quand tu as pris ta voiture tout à l'heure pour venir ici, tu es parti d'un point A à un point B, tu t'es déplacé dans l'espace, mais sache aussi que tu t'es déplacé dans le temps. D'ailleurs, tu es arrivé à une certaine vitesse. La vitesse avec laquelle tu es arrivé, sache qu'elle est définie comment? Elle est définie en mathématiques comme une dérivée de la position dans l'espace par rapport au temps. Nous sommes d'accord. Oui. Tu te souviens des cours de maths? Oui, ça remonte à très loin. Voilà. J'ai pas trop aimé, mais je me rappelle quand même. D'accord. Donc, Oui. la vitesse est définie comme ça, comme une dérivée d'une position par rapport au temps. L'accélération, c'est la même chose, etc. Donc, c'est tout simplement pour te démontrer qu'on ne peut pas intellectuellement, raisonnablement, parler d'espace sans parler de temps. D'ailleurs, le temps, c'est quoi? C'est un ensemble d'informations linéaires qui se situe le long du vecteur de l'espace. Ça signifie que quand on se déplace dans l'espace, on va laisser derrière soi de l'information mémorielle. Cette information mémorielle, c'est quoi? Ben, c'est de la mémoire. Et sans mémoire, le temps n'existe pas. D'accord? Si tu te souviens de ce que tu as fait hier, avant-hier, il y a une semaine, c'est parce que tu as de la mémoire. D'accord? Si tu n'as pas de mémoire, tu n'as pas la conscience du temps. Oui. Donc la mémoire, c'est fondamental. Donc, en fait, et j'irai même plus loin, tu sais, en mathématiques, on peut s'amuser à calculer le pourcentage dans lequel on se déplace dans l'espace, la proportion avec laquelle on se déplace dans l'espace et la proportion avec laquelle on se déplace dans le temps. Nous, êtres humains, on se déplace dans le temps. Ça, il faut le savoir. Mais on est tellement lent, Ludovic, on est tellement lent comme une tortue. Tu compares la vitesse d'une tortue par rapport à la vitesse pas d'une fusée, mais d'un chasseur, d'un avion Concorde, un avion supersonique. Un avion supersonique, ça fait 1200 km à l'heure, Mach 1. D'accord? Tu compares à une tortue, nous sommes la tortue. Hein. On se déplace très lentement dans le temps. Et c'est parce qu'on se déplace très lentement, on se déplace essentiellement dans le temps. Je n'ai pas encore fait le calcul, mais je dirais qu'on se déplace, on va dire, à 95% dans le temps et très très peu dans l'espace. D'accord? Par contre, la lumière qui a une vitesse fantastique, tu la connais? 300 000 km par seconde. Exactement, oui. La lumière qui se déplace à 300 000 km à la seconde, je rappelle, donc c'est 7 fois le tour de la Terre. La lumière fait 7 fois le tour de la Terre en une seconde, d'accord? Ah ben elle se déplace uniquement dans l'espace, à 100% dans l'espace, et ce, sans aucune contrepartie temporelle. Alors que nous, êtres humains, on se déplace dans le temps, essentiellement dans le temps, avec une ridicule contrepartie spatiale. Petite question. Pourquoi la lumière se déplace 100% dans l'espace et nous, très peu dans l'espace? C'est une question. C'est une question de vitesse. C'est une question de vitesse, oui, voilà. Oh. En fait, la lumière se déplace tellement vite, c'est la vitesse ultime. Il n'y a rien qui peut dépasser la vitesse de la lumière, absolument rien. C'est vraiment la vitesse limite, une vitesse ultime. Et à cause de cette vitesse-là, la lumière n'a pas de temps propre. C'est ça qui est incroyable. C'est fou, c'est fantastique. La lumière n'a pas de temps propre, tu vois. Donc elle se déplace uniquement dans l'espace, sans aucune contrepartie temporelle. Alors que nous, on se déplace dans le temps, d'accord. Si on avait la possibilité de se déplacer de plus en plus vite vers là, nous sommes des êtres faits de matière, à mon avis, à mon humble avis, c'est pour ça qu'on ne peut pas se déplacer aussi vite que la lumière. Peut-être que si nous étions des êtres lumineux, nous pourrions approcher la vitesse de la lumière. Mais là, étant donné que nous sommes faits de matière, nous sommes très, très denses, nous sommes dans une densité assez relative, et donc ça nous est difficile d'approcher ces vitesses-là. La lumière n'a pas de matière. Donc la lumière est composée de photons, ce sont des grains. Elle se trouve, tout à l'heure on va le voir ça en détail, elle se trouve sous une forme de une dualité, onde et corpuscule. D'accord? Oui. Donc la lumière se déplace à cette vitesse, à la vitesse de 300 000 km à la seconde, d'accord? En tant qu'onde lumineuse, tout simplement. Oui. Donc tu as compris,
étant donné que les quatre constituants qui façonnent notre réalité matérielle, la matière et l'énergie, c'est bon. L'espace et le temps, ok. Donc, ces quatre éléments-là façonnent notre réalité et ils possèdent des propriétés quantiques. C'est là où je vais en venir. Donc, puisque le temps possède des propriétés quantiques, eh bien, c'est superbe. Là, maintenant, nous allons pouvoir donner les exemples. Nous allons pouvoir donner des exemples des éléments qui me permettent d'établir la relation formule futur regardé égale futur modifié. Les éléments qui me permettent d'annoncer que le regard de l'observateur va influencer les événements du futur. Eh bien, je vais parler simplement d'exemples de quelques propriétés quantiques qui est connu des physiciens depuis très longtemps. Donc, le premier c'est celui de l'électron qui se déplace autour du noyau. Alors, il faut savoir que l'électron, je t'ai envoyé une vidéo là-dessus d'ailleurs, d'accord. Donc, l'électron se déplace autour du noyau, mais on ne connaît pas sa position, parce que l'électron occupe une position délocalisée, d'accord. On dit que, si tu veux, l'électron est omniprésent. Il est vraiment omniprésent. On ne peut pas savoir où est-ce qu'il est. Il est partout à la fois, d'accord. Parce qu'il va vite. Non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est pas parce qu'il va vite, non. C'est parce qu'il n'y a personne pour le regarder. Ah, mais c'est la vérité. Il n'y a personne pour le regarder. Et donc, non, mais c'est vrai, si tu as bien regardé la vidéo que je t'ai envoyée, c'est de ça. Mathématiquement... Je n'ai pas forcément tout compris. Ah, tu n'as pas tout compris. Mathématiquement, il est dit que l'électron occupe une position permanente autour du noyau de l'électron. Partout. On peut seulement calculer sa probabilité d'être à tel ou à tel endroit. D'accord. On va calculer la probabilité selon laquelle elle se trouve à tel endroit ou à tel endroit. Mais il n'est pas possible de savoir où est-ce qu'il est, sauf si on décide de mesurer une de ces paramètres, si on décide de la regarder, si on décide d'interagir avec elle. Là, par contre, l'électron va prendre une position fixe, déterminée. On va pouvoir mesurer, prendre quelques valeurs, connaître ses paramètres, sa vitesse, etc. D'accord. Mais avant cela, tant qu'on n'a pas regardé la particule, ça peut être l'électron, le photon, n'importe quoi, toutes les particules ont cette propriété-là. Hein, d'accord. Donc ça c'est pour la matière. Donc l'électron il se déplace autour du noyau. Maintenant, je vais donner une autre propriété quantique qui est très importante. Et attention, les âmes sensibles s'abstenir. Ça va parler d'un chat, je crois aussi, ça faisait partie de la vidéo, un chat qui est enfermé dans une boîte, hermétiquement. Il est fermé dans une cage, on va dire. Okay. Une cage, on ne voit pas le chat. À l'intérieur de cette cage, il y a un dispositif qui envoie un poison mortel. D'accord. OK. Et ce dispositif-là est lié à un atome d'uranium. D'accord. Donc, sauf qu'il faut savoir que l'atome d'uranium, c'est un être quantique. L'atome d'uranium peut se trouver en superposition de deux états. État dégradé, état non dégradé. Je dis bien, et ça c'est très important ce que je dis, l'atome d'uranium se trouve dans une configuration de deux états superposés. Ça signifie l'état dégradé et l'état non dégradé, en même temps. Ah, en même temps. En même temps, oui. Si l'atome d'uranium se dégrade, il va déclencher le dispositif qui va envoyer un poison mortel et tuer le chat. D'accord. D'accord, tu me suis là? Oui, pour l'instant. Ok, donc, et si l'atome d'uranium n'est pas dégradé, eh bien, il n'y a aucune conséquence pour le chat. Le chat est vivant. D'accord, oui, d'accord. Le problème ici, ça c'est une expérience de pensée qui a été illustrée par Niels Bohr, l'un des pères de la physique quantique, d'accord? Eh bien, le problème ici, c'est que l'atome d'uranium, c'est un être quantique, c'est un être qui appartient à l'univers infinitésimal. Et il se trouve dans une superposition de deux états. Mais le chat, non, c'est pas possible. Le chat ne peut pas être à la fois mort et vivant. Sinon, c'est un zombie, mais ça n'existe pas. D'accord? Donc, soit le chat est vivant, ou soit le chat est mort. Donc, on a transcrit ici une situation microscopique à une situation macroscopique. C'est le chat appartient à un univers macroscopique. D'accord? C'est un univers de l'infiniment grand. Alors que la particule, l'atome d'uranium, se trouve dans un univers microscopique. D'accord? Donc là, il y a quelque chose qui est assez étonnant.
de savoir que le chat se trouve dans une combinaison de deux états superposés, mort et vivant. Scientifiquement parlant, il se trouve dans cet état-là. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va nous permettre de savoir la vraie réalité dans laquelle le chat se trouve? Eh bien, c'est seulement si, encore une fois, il y a un observateur qui va ouvrir la porte de la cage qui était fermée hermétiquement pour savoir, et à ce moment-là, puisqu'il y a ingérence d'un observateur, c'est là, eh bien là, on va pouvoir lever le doute, il va y avoir une levée de doute. Le chat sera soit mort ou vivant. Voilà, ok, donc ça c'est une petite histoire, mais pour comprendre bien cette histoire, pour bien la saisir, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que ici, il y a deux états superposés. État vivant, état mort, pour le chat. D'accord? Or, nous, êtres humains, bon, on va dire qu'il y a deux réalités. État chat mort, état chat vivant. Nous, êtres humains, notre cerveau est calibré pour voir une seule des deux réalités. Pas les deux en même temps. D'accord. Ah oui, l'être humain est calibré pour vivre dans une seule réalité. Soit le chat est vivant, point final, ou soit le chat est mort, point final. Il ne peut pas être les deux états à la fois. Parce que dans l'univers quantique, il y a plusieurs étapes superposées. Et oui, c'est ça. Et pour moi, je vais parler du temps, le temps qui a des propriétés quantiques, le futur qui a des propriétés quantiques. En l'occurrence, il se trouve dans une combinaison d'états multiples, superposés. Je considère le futur, c'est une espèce de distribution de potentialités d'événements multiples, je vois le futur comme un brouillard, comme une brume, comme une espèce de brume fondamentalement indéterministe, d'accord? C'est un univers de multipotentialités, tant qu'on n'a pas regardé, et lorsqu'on va regarder, là, les événements vont se fixer définitivement. Eh bien, c'est pareil, là, dans l'univers du chat, et là, effectivement, qui se trouve dans une configuration de deux états superposés, donc le cerveau va sélectionner une seule parmi les deux. Une seule parmi les deux. D'accord? Pas deux. Et d'ailleurs, heureusement, si le cerveau était conditionné pour vivre dans plusieurs réalités, on serait devenu complètement fou. Déjà, avec un seul, on n'a pas fort du mal. Tu imagines... en fait, est-ce que tu connaîtrais par hasard la différence entre le fou et le sage? Par rapport à ça, eh bien, Vas-y, dis-moi. la différence entre le fou et le sage. Tu sais, dans notre société occidentale, on a tendance à mépriser les personnes qui sont jugées fous. Tu vois, c'est un mépris voilà. Mais dans les civilisations amérindiennes, c'est plutôt le contraire. Ce sont des gens qui sont très respectés. Et tu sais pourquoi? Non. Parce qu'on considère que le fou, lui, eh bien, il est submergé par un flot d'informations qu'il n'a pas réussi à sélectionner, analyser. Il est envahi par un univers de potentialités multiples, de combinaisons de réalités, et il les a tous absorbés. Et du coup, il ne sait plus lequel choisir. Alors voilà, ce qui lui donne l'apparence d'un fou. D'accord? Alors que le sage, lui, il sait qu'il est limité et que son cerveau est limité. Il sait que son cerveau est calibré pour choisir une seule et unique réalité. Donc il a la maîtrise de son choix. Alors que le fou n'a pas eu la maîtrise de son choix. Il s'est laissé submerger, envahir. Il est comme dans un océan perdu dans l'immensité des fluctuations quantiques. D'accord? C'est ça la différence entre le fou et le sage. D'accord. Voilà. Et donc, ça c'est important. Donc j'ai parlé de deux exemples. Donc la non-localité de l'électron, première propriété quantique. La deuxième propriété quantique, c'est la superposition des états. D'accord? Et enfin, je vais parler de la troisième. Je vais parler de la troisième, qui est de loin, à mon avis, la plus passionnante, la plus incroyable et la plus contre-intuitive. Contre-intuitive, oui, oui. C'est celui aussi, c'est une vidéo que je t'ai envoyée, c'est celui de la défense de Jung. Voilà, c'est une expérience qui est très connue dans le milieu scientifique des physiciens, et ça pose un problème, un grand problème. Les physiciens se cassent la tête là-dessus. Aucun physicien n'a jamais réussi à comprendre le mystère dont je vais parler. Et celui qui réussit à le comprendre, c'est jackpot, c'est prix Nobel. Ah ouais, voilà. Donc, alors, il s'agit d'une expérience. Alors, on va mettre une planche. Bon, on va mettre une planche ici, voilà, et on va fabriquer deux petites fentes parallèles, de même longueur. Derrière la fente, il y a un écran.
Oui. pour réceptionner ce qu'on va envoyer à travers les fentes. Donc on va envoyer à travers les fentes des billes. On va dire, bon, ces billes-là, en fait, ce sont des petites particules de matière. Ça va être des électrons. On va mettre un canon à électrons. Un canon à électrons, c'est un appareil qui envoie des électrons, une à une, d'accord, à travers les deux fentes. Et derrière, on a l'écran qui réceptionne les électrons, d'accord. Ça, c'est une expérience fascinante, vraiment fascinante, qui donne mal à la tête à tous les physiciens du monde. Ah, même aux physiciens. Ah oui, 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 parce que personne n'a réussi à comprendre ce phénomène-là. Alors, lorsqu'on regarde l'expérience, encore une fois, le regard de l'observateur, lorsqu'on regarde l'expérience, à la fin, finale, sur l'écran final, lorsqu'on regarde, lorsqu'on pointe son nez pour voir qu'est-ce qui se passe, on a une expérience complètement différente. Les résultats de l'expérience sont complètement différents. Je m'explique. Lorsqu'on regarde ce qui se passe, lorsqu'on regarde par où passent les fentes, on a les électrons qui se comportent de manière corpusculaire. Ça signifie de manière corpuscule, hein, comme des particules. Et lorsqu'on ne regarde pas, on a les électrons qui se comportent de manière ondulatoire. Ondulatoire signifie que sur l'écran, on va avoir des franges d'interférence. Il faut savoir que les franges d'interférence, c'est la signature typique de la nature ondulatoire des particules. Les particules peuvent être des électrons, des photons, des neutrons, etc., des noyaux d'atomes. C'est ça qui est incroyable. Lorsqu'il n'y a pas d'observateur, on a un résultat, et lorsqu'il y a un observateur, on a un résultat différent. C'est ça qu'on ne comprend pas. Donc, pourquoi, lorsque je regarde par où passent les fentes, pourquoi, lorsqu'il y a un expérimentateur, un observateur, lorsque quelqu'un va mesurer, va regarder qu'est-ce qui se passe, même en mettant une caméra vidéo à l'entrée des fentes, d'accord, eh bien, les particules se comportent différemment, comme s'ils savaient qu'il y avait quelqu'un qui les observait. Ça, c'est très étrange, ça. On n'a jamais réussi à comprendre ça. Qu'est-ce qui explique ce changement de comportement des particules? Pourquoi les particules changent de comportement lorsqu'on les regarde? D'accord? Pourquoi on a l'impression que les particules, c'est quoi? C'est des bouts de matière qui forment la réalité. D'accord? Oui. Alors, comment expliquer, nous, êtres humains, on a cette capacité à changer la réalité, en quelque sorte? C'est ça, en fait, c'est ça qui est incompréhensible. Eh bien, ça s'appelle les fentes de Young, les fentes de Young. Young, c'est un physicien, effectivement, qui avait imaginé cette expérience il y a quelques années. Et donc, j'ai ma petite idée, mais en tout cas, c'est là où je voulais en venir pour montrer l'impact du regard d'observateur sur les expériences quantiques. Et n'oublie pas, j'ai fait l'hypothèse que le temps possède des propriétés quantiques. Ça signifie que lorsque je vais regarder, lorsque je vais observer, lorsque je vais fixer, lorsque je vais focaliser certains événements avant qu'elles n'arrivent, je vais pouvoir les fixer définitivement, parce qu'avant, elles étaient sous la forme d'un brouillard quantique. Elles étaient sous la forme d'un brouillard fondamentalement indéterministe. Donc, de indéterministe, elles deviennent déterminées, simplement par la puissance de mon regard. Est-ce que tu as compris? Oui. Donc, le regard altère... Tout à fait, oui. Oui. C'est ça, oui. D'accord. Donc, voilà. Donc, en gros, j'ai expliqué, en fait, le pourquoi, comment, par quels moyens le regard d'observateur affecte les événements du futur qui, pour moi, se trouvent dans une configuration complètement quantifiée, dans une configuration où elles sont à l'échelle de potentialité. On va dire que ce futur-là est partiellement configuré. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est à quel moment qu'elle devient définitivement configurée? Eh bien, je dis qu'elle devient définitivement configurée à partir du moment où il y a un observateur pour le regarder, dans le maintenant local. D'accord. Voilà, ça va, tu tiens? Oui, ça, ça va. Mais en même temps, non, je pense avoir saisi ce que tu dis là maintenant. Mais en même temps, au début, tu nous disais que, bon, après, être conscient du temps, être conscient du présent fait que c'est déjà parti. Oui. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu la même chose avec le regard qu'on pose? Oui, donc je disais que le temps présent, effectivement, n'existe pas. Oui. Mais j'ai jamais dit que le futur n'existait pas.
Ah oui, Oui. J'ai dit seulement le futur, il est partiellement configuré. d'accord. À quel moment il va devenir définitivement configurable? D'accord, ok. Eh bien, ce sera au moment où je vais prendre un malin plaisir à regarder, à anticiper ce qui peut arriver. En fait, ce que je dis là paraît compliqué, mais je vais prendre l'exemple concret de la vie courante. Tu vois? Imagine, tu as ta voiture, tu es en train de rouler à très vive allure, et il y a un virage très serré. Tu ne vois pas ce qu'il y a à l'autre bout du virage. Ok? Si tu t'en moques complètement, tu t'en fous, tu vas tracer voilà, sans penser qu'un éventuel obstacle peut t'attendre à l'autre bout du virage. Tu ne vois pas ce qui est. Hein? C'est une zone morte, un angle mort. Tu ne vois pas ce qu'il y a à l'autre bout du virage, hein? Parce qu'elle est serrée. C'est un virage qui fait 270 degrés, donc il est très serré. D'accord? Donc tu fonces, tu t'attends, voilà. Par contre, si tu conduis prudemment, avec l'attention, que potentiellement il peut avoir un obstacle qui peut surgir, eh ben, dis-toi bien, tu as toutes les chances d'éviter l'obstacle. Que si tu roules comme un malade, tu crains rien, tu t'en fous complètement, tu as de la chance, tu as toutes tes chances de te prendre l'obstacle en pleine poire. Et ça, ce serait vraiment dommage. D'accord. Donc, en fait, ici, tu as l'attention. Tu as l'attention, l'intention aussi. D'accord. Et donc, tu anticipes sur un événement qui te serait préjudiciable. Mais le fait d'être dans l'attention, ben, l'événement n'arrive pas, puisque tu as une vitesse de réaction qui fait que tu es préparé mentalement à te retrouver devant cet obstacle-là, ce qui va te permettre de l'éviter. Voilà. Rappelle-toi que, bon, souvent, les obstacles surviennent au moment où on s'y attend le moins. Et c'est là que j'ai défini dans mon bouquin ce qu'on appelle les lois de Murphy. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Les lois de Murphy, en gros, c'est les lois de l'emmerdement maximal. C'est le nom qu'on lui donne. Hein. Ah, je ne sais pas. Oui, c'est une définition, c'est les lois de l'emmerdement maximal, qui dit que c'est au moment où tu t'y attends le moins, il va t'arriver une grosse tuile, il va t'arriver quelque chose qui te sera préjudiciable. D'accord? Au moment où tu t'y attends le moins. Mais c'est vraiment un événement embêtant, mais très embêtant. Tu dis non, mais pas mettre là, non, pas ça, non, pas mettre là, j'ai pas besoin de ça, non, ça. Voilà, ça me contrarie, mais vraiment. Eh bien, et le pire, c'est qu'à un instant T+1, cet événement-là n'aurait pas eu, cet événement préjudiciable n'aurait pas eu d'effet sur toi. À un instant T+2 non plus. Même à un instant T-1, à un instant T-2, cet événement préjudiciable n'aurait eu aucun effet sur toi. Mais comme par hasard, c'est à l'instant T pour t'emmerder, vraiment, cet événement-là survient justement pour t'embêter. Précisément à ce moment-là où tu n'avais pas besoin. Voilà. Alors moi, je ne prétends pas savoir pourquoi cet événement-là est arrivé à ce moment-là. Ça, je laisse ça aux philosophes. Je n'ai aucune idée. Par contre, ce que je prétends, c'est que si tu es dans l'attente d'un tel événement, hein, si tu es dans l'attente d'un tel événement, si tu essayes de regarder, d'analyser ce qui peut potentiellement arriver, tu arrives à diminuer l'impact d'un tel événement fâcheux dans ta vie. Par rapport, une petite question par rapport à ce que tu dis. Est-ce que la loi de Murphy, est-ce qu'elle est applicable dans les situations heureuses? La même manière, la loi de Murphy, à la base, elle peut nous surprendre d'événements malheureux. Est-ce que ça fonctionne dans l'autre sens? Alors, malheureusement, non, parce que c'est une expression qui est née aux États-Unis dans les années 60, je crois. Alors, c'est lié à quelque chose de négatif. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle la loi de l'emmerdement maximal. Sinon, ça aurait porté un autre nom. C'est lié à un événement fâcheux, un événement gênant, un événement qui complique tout, qui surenchérit une position désagréable. D'accord? Donc, malheureusement, non. Pour répondre à la question, non, c'est clairement non. D'accord. OK. Alors, donc, en fait, quelle que soit la situation, la conscience qu'on a ou pas fait la différence. Absolument, oui. L'attention, oui. La conscience, l'attention et le fait de... oui, ça permet d'anticiper, en fait. C'est une forme d'anticipation afin d'atténuer l'impact de ce qui doit arriver. Le fait de regarder le futur,
D'où la formule futur regardé égale futur modifié. Autrement dit, le futur qui ne change pas, c'est le futur dont l'homme ne regarde jamais. Et c'est pour ça que c'est au pire moment de sa vie, au pire moment où les événements fâcheux, nuisibles, désagréables, va pouvoir le frapper parce que, bon, voilà, il n'était pas dans cette époque-là. Mais s'il est là, il regarde, il est prêt à affronter en pleine, voilà. C'est comme tu t'apprêtes à recevoir une grosse vague, hein. Si tu es là debout, bien fixé sur la plage, tu es prêt à recevoir la vague, voilà, ça va pas d'effet sur toi. Mais si tu t'y attends pas, voilà, tu vas tomber. C'est pareil, c'est une préparation mentale, psychologique, psychique, tout ce que tu veux, ce qui fait que tu es prêt à recevoir ce qui va t'arriver. Voilà, tout simplement. Ok, merci beaucoup pour ces explications. Est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton ouvrage? Regard de Chronos, du nom du dieu de la mythologie grecque du temps. Donc je rappelle, Chronos, c'est le dieu du temps, mais c'est un temps qui s'écoule de manière linéaire. C'est le temps du physicien, c'est le temps qu'on utilise dans la vie quotidienne. C'est un temps mécanique. Ça n'a rien à voir avec d'autres formes de temps que je n'ai pas eu le temps de parler. Voilà, et qui ne sont pas du tout linéaires. D'accord. Alors, juste un petit clin d'œil à nos téléspectateurs. Si je suis une personne... Prenons mon exemple. Je suis un littéraire. Oui. La physique, chimie, je me suis fâché avec elle très tôt. Est-ce que je serais perdu dans le temps ou comment par rapport à ton ouvrage? Est-ce que c'est un ouvrage qu'on peut penser à tout? Non, pas du tout. Justement, je te remercie pour la question. Hein. Franchement, merci d'avoir posé la question. Parce que c'est très important de savoir que mon ouvrage est accessible à tout le monde, même aux littéraires. Pourquoi? Parce que, justement, je parle de mythologie grecque. Ah oui, c'est vrai. Je parle énormément de mythologie grecque. Je parle de l'histoire d'Orphée et Eurydice. Je parle de l'histoire de, comment ça s'appelle, Andromède, de Pégase, voilà. Je parle d'Orion et le chasseur. Je parle du scorpion. Voilà. Donc, c'est pas par hasard. Ce sont alors, ça va m'aider à alimenter ma réflexion, justement. Et attention, je parle même aussi de la Bible. Je parle de la Bible. Pour les chrétiens, il y a des chrétiens parmi nous, j'imagine. D'accord? Je parle de la Bible à plusieurs raisons. Je parle de l'histoire de Lot, du neveu d'Abraham qui s'appelle Lot et de sa femme et ses deux filles qui ont échappé au dramatique, à la tragédie qui a lieu à Sodome et Gomorrhe. Je parle de ça. Hein. Lorsque la femme de Lot se retourne pour voir un déluge de feu détruire les deux villes en question. Hein. Donc, ça permet d'illustrer en fait ce que j'appelle la décohérence temporelle. Je n'ai pas eu le temps de parler de ça, mais c'est une autre caractéristique fondamentale, c'est une autre propriété quantique spécifique au temps et aussi à l'espace. D'accord ? Donc, je te rassure, mon livre est accessible à toute personne cultivée, passionnée, intéressée, je dirais quand même à partir du lycée. À partir du lycée. D'accord. Et où est-ce qu'on peut le trouver? On peut le trouver sur Amazon, bien entendu. D'accord. On peut le trouver aussi sur mon site www.regardechronos.net, en vente, en ligne, et aussi à la forme manuscrite. Donc sur Amazon, on le trouve sous la forme brochée, donc la forme et sous la forme numérique. D'accord. Il existe même aussi une version en anglais. Oh, d'accord. Voilà. En tout cas, Jérémy, merci beaucoup. Merci. D'accord. Tu m'as permis pendant quelques minutes de me réconcilier un peu avec la physique. Je ne prétendrai pas prendre le titre de physicien après l'émission, mais c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'en avais fait et j'ai trouvé qu'il y a aussi, ça fait un peu penser philosophie aussi, oui. Notamment par rapport à ce regard posé sur le temps que tu as présenté. Oui. Donc comme quoi tout se regroupe. Absolument, oui. En tout cas, merci beaucoup à toi, Ludovic, pour cette présentation. Et puis, si comme Jérémy, vous souhaitez présenter un livre, un ouvrage qui vous tient à cœur, il suffit de le faire en composant le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Zouk TV. Nous vous souhaitons une bonne fin d'après-midi et nous vous disons à très bientôt.